Notre invité cette semaine, Michel Courchaine. Michel Courchaine, bonjour. Bonjour, Bienvenue à Mémoire. merci de me recevoir. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre enfance, votre milieu familial? C'est une très bonne question. Je suis native de Trois-Rivières. En fait, j'ai vécu les 10 premières années de ma vie à Trois-Rivières, alors que par la suite, ma mère a quitté mon père. Donc, comme mes parents étaient montréalais, ma mère est revenue à Montréal et j'ai vécu avec elle et une tante. Qui était ma marraine, d'ailleurs, la sœur de ma mère. Alors, j'ai été élevée par 2 femmes monoparentales, si on peut dire, parce que cette tante-là, elle était célibataire. Et donc, ça a été une enfance, comment dire, j'ai manqué de rien. J'avais 2 femmes qui m'ont appris, en tout cas, ce qu'était l'égalité et comment il fallait se battre pour survivre dans un monde d'hommes. Mais c'était ni heureux ni malheureux. Disons que c'était une enfance assez tranquille, où j'ai commencé à travailler par ailleurs très tôt, à l'âge de 14 ans, durant toutes mes études. J'ai travaillé le week-end, les fins de semaine, l'été, évidemment. Donc, j'ai appris à aimer le travail très, très jeune. Et ma mère disait, toi, ma fille, ben, t'attendras pas après un homme pour te faire vivre. Alors ça m'a conditionné beaucoup, beaucoup, toute mon enfance. Et j'avais une mère qui aurait tellement aimé poursuivre les études. Elle aurait tellement voulu aller à l'université, ce qui n'est pas arrivé, mais elle avait effectivement un goût très prononcé pour la politique. Elle s'intéressait à tout. C'est une femme qui lisait beaucoup. Elle lisait même les livres à l'index à l'époque, Simone de Beauvoir, entre autres, Sartre. Et donc, j'ai été élevée un peu dans ce contexte-là. Et je suis très, très redevable à ces 2 femmes-là qui me manquent encore beaucoup aujourd'hui. C'était donc un milieu un peu différent de Oui, vos amis? complètement, parce que ma mère voulait que j'aie une vie peut-être meilleure que la sienne. Elle m'a donc, quand on est arrivé à Montréal, ben, même à Trois-Rivières, j'étais chez les Ursulines. Et quand sommes arrivés à Montréal, elle a voulu que je poursuive dans les collèges privés. Donc, je suis allée au collège Jésus-Marie, qui n'est pas le pensionnat, là, Oui. qui était derrière le pensionnat Jésus-Marie à Outremont, et ensuite Brébeuf. Alors, c'est sûr que j'ai appris aussi ce qu'était la différence des classes à ce moment-là, parce que c'est évident que ma mère a tout sacrifié pour me permettre ces études-là. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que je travaillais, mais j'avais pas beaucoup d'amis qui étaient obligés de travailler et les fins de semaine et l'été, ça va de soi. Mais j'aimais ça, travailler. Et comme quand j'arrivais à la maison, ces 2 femmes parlaient beaucoup de leur propre travail, ça a développé beaucoup ma curiosité pour le marché du travail. Puis j'étais très fière d'elles. Alors, j'avais envie, tu sais, je les voyais réaliser des choses. Alors, ça m'a beaucoup, beaucoup inspirée pour ma propre carrière. Ça va de soi. Et vous avez étudié dans quel domaine? Alors, ben, c'est drôle parce que j'ai commencé le cours classique, mais pendant mon cours classique sont arrivés les cégeps. Alors, finalement, je suis la première année qui a eu un diplôme d'études collégiales. Et quand j'étais à Brébeuf, j'étais convaincue que je voulais aller en droit. J'aime beaucoup, beaucoup le droit. J'aime encore ça beaucoup. L'immense privilège que j'ai eu dans ma carrière, c'est ce que j'appelle fabriquer des lois. Et je pensais vraiment m'inscrire en droit. Et quand le jour de l'inscription, parce qu'il y avait ce décalage entre mes amis et moi, puis que ça faisait quand même 3 ans 3 ans plus le secondaire où j'étais dans ce milieu de gens très privilégiés,
j'ai voulu créer une rupture, sans le dire à ma mère d'ailleurs. Et je me suis rendue à l'université et au lieu de m'inscrire en droit, je me suis inscrite en sociologie, au grand dam de ma mère. Mais j'avais eu une professeure à Brébeuf qui s'appelle Monique Caron, qui enseignait la sociologie. Puis cette Monique Caron a été un modèle pour moi. Je buvais littéralement ses cours de sociologie. Et rappelez-vous, à l'époque, c'était les années un peu peace and love. C'était les années où il y avait vraiment un écart générationnel après à la sortie de la Révolution tranquille. Et je me disais, moi, quand j'aurai 80, je ne veux pas qu'il y ait cet écart. Je veux Ah oui. être capable de continuer à comprendre l'évolution de la société dans laquelle je suis. Et si j'ai des enfants, je ne veux pas qu'il y ait cet écart de compréhension et cet écart générationnel. Alors, je me suis dit, je vais m'inscrire en sociologie. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait un bac en sociologie. Mais par contre, j'avais toujours un peu cette insécurité financière et je ne voulais pas enseigner, je ne voulais pas faire de doctorat, je D'études voulais pas supérieures. supérieur, je ne voulais pas enseigner. Ben oui, je voulais faire une maîtrise, OK. mais pas en sociologie parce qu'effectivement, il y avait très peu de débouchés. Alors, c'est comme ça que je me suis inscrite en urbanisme parce que à l'époque, l'urbanisme se donnait uniquement au niveau maîtrise et il y avait déjà une corporation professionnelle. Alors ça me sécurisait. Je me disais puis aussi, dans la fin, ça c'est en 1974, l'essor de l'aménagement du territoire et de Oui. l'urbanisme était à ses premiers balbutiements et on disait, ben il y aura là des emplois intéressants, puis une profession d'avenir, etc. Et donc, j'ai fait une maîtrise en urbanisme. Et vous avez aimé? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'urbanisme. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté, je me suis spécialisée, quand j'ai quitté l'université, je me suis spécialisée, mon amour pour le droit, en réglementation municipale, notamment en zonage. Et j'ai fait beaucoup de consultations auprès des municipalités, particulièrement du nord de Montréal et de Laval, et un peu aussi sur la rive sud, Boucherville, La Prairie, tout ça. Dans ce temps-là, on faisait des réaménagements de quartier Sainte-Rose, le vieux La Prairie, le vieux Boucherville, qui nécessitaient d'avoir des réglementations municipales très spécifiques pour protéger le patrimoine et protéger la trame urbaine de ces quartiers-là. Alors, je me suis un peu spécialisée dans ce secteur-là de l'urbanisme. Puis qui vous employait à ce moment-là? Des ingénieurs, une firme OK. d'ingénieurs conseil parce que j'étais urbaniste D'accord. conseil. Alors, et en 1979, là, je suis allée au ministère des Affaires municipales avec Jacques Léonard et là, il y a eu la loi, ce qu'on appelait la loi 125, qui était la première loi sur l'aménagement du territoire. Et avec le ministre, on a fait le tour du Québec parce que c'était encore là complètement nouveau de faire d'inscrire dans une loi les obligations des municipalités d'aménager leur territoire, de planifier et d'aménager leur territoire selon des règles. Et donc, j'ai parcouru le Québec. Ça a été la première fois que j'ai parcouru le Québec de cette façon-là, au service public, pour rencontrer l'ensemble des élus municipaux et partager les objectifs de cette loi-là. Donc vous avez vraiment, une vision développé une vision, Oui, je dirais holistique un peu du Québec? oui, et j'ai toujours dit que maintenant, il y a 17 régions. À l'époque, il y en avait 16 et je disais tout le temps, et je le dis encore, c'est 17 personnalités différentes. Et c'est la richesse du Québec, c'est ce qui crée son dynamisme. Il y a là une énergie qu'il faut bien comprendre quand on accède au gouvernement dans Ouais. des postes décisionnels. C'est quelque chose qui, effectivement, a été certainement un atout pour moi. Est-ce que c'est ce qui vous a donné le goût de vous présenter? Ouais. Parce que vous êtes présenté en politique municipale en commençant? Oui, ah oui, c'est en 1981 à Mmh. Laval, effectivement. Ben,
personnellement, toute seule, j'y avais pas pensé, Vous mais un peu. vous projetiez pas dans un poste d'élu, Ben, j'y éventuellement? pensais pas, OK. honnêtement. J'étais fin vingtaine, j'avais Ouais. 28 ans. Je pensais pas vraiment à ça. Mais par contre, j'ai commencé à m'intéresser à l'analyse politique, je dirais à l'âge de 12-13 ans. Je me Mmh. rappelle, de lire à l'époque, quotidiennement Le Devoir et La Presse, ce que mes amis ne faisaient pas Mmh. nécessairement à cette époque-là. Mais j'aimais cette analyse politique. J'étais intéressée par la chose politique, ce Mmh. qui fait que quand j'ai commencé en urbanisme, en consultation, j'assistais, aux conseils municipaux, mais je conseillais des élus municipaux comme consultante. Alors, j'ai compris très jeune un peu La cette dynamique. dynamique-là. Mmh. Et c'est quelqu'un qui, en 1981, m'a dit: «Ben écoute, tu habites Laval, il y a des élections à Laval, tu devrais te présenter». Puis j'ai dit: «Ben, pourquoi pas?» Tu sais, les gens qui m'ont incité à le faire, puis il y avait l'équipe paiement à l'époque et puis ça, moi, je faisais partie d'une nouvelle équipe de gens qui voulaient, justement aménager le Oui. territoire. Alors ça c'était aussi un attrait pour moi et je me rappelle que quand j'ai dit oui, heu me présenter comme candidate, on n'était pas du tout gagnant dans les sondages. Mmh. Et puis finalement, l'équipe a gagné et on m'a nommée au comité exécutif de Ville de Laval et pour justement prendre charge de tout ce qui était planification du territoire, réglementation et d'autres dossiers à connotation plus sociale. Je vous dirais, ben, d'ailleurs, j'étais la seule femme Mmh. au comité exécutif et c'était courant de confier les dossiers plus sociaux aux femmes. Mmh. Alors, Mmh. mais j'étais très jeune. Mmh. Mmh. Est-ce que vous avez développé l'ambition, à ce moment-là, même si ça vous a juste effleuré, de devenir peut-être mairesse? Non, jamais. Vous êtes jamais Non, pas projeté dans non, pas un plus que je n'ai jamais voulu être première ministre du Québec. Non, mais c'est une bonne question, mais non, jamais. Mmh. Non, jamais. On m'a souvent demandé. Et vous avez été vice-première ministre quand même? Oui, mais pas longtemps, Ah ouais, ouais, dans mais un contexte très non, mais particulier qui était ouais. celui du conflit étudiant, mais non, j'ai jamais, Vous êtes pas projeté dans ce non, rôle-là? Mmh. non, OK. non et non, pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, si je revenais 20 ou 25 ans en arrière? Oui, puis je vais vous dire pourquoi. C'est qu'à l'époque, déjà d'être au comité exécutif, c'était un exploit. Il n'y en avait Ouais, pas de femmes. ouais. Aujourd'hui, je serais plus tentée parce que on retrouve beaucoup plus de femmes en Et politique même de jeunes, et de plus mairesses, jeunes ouais. mères. Ben Mmh. oui, là, Mmh. actuellement, c'est Oui, extraordinaire oui, de voir ça. Je les écoute d'ailleurs oui, beaucoup, je oui, les suis. oui. Mais Ben, rapportez-vous, bien sûr. au début des années 80, Mmh. alors Donc vous co j'étais moins encline parce que déjà d'être là où ouais. j'étais, c'était déjà, un pas, Mmh. assez grand à franchir. Et donc vous confirmez avec le recul que voir des femmes dans des Oui, postes d'élus, ça absolument. donne peut-être le goût aux plus jeunes femmes, elles aussi, de se projeter. Pour moi, là, il y a C'est aucun sûr. doute, Mmh. aucun doute et on peut une femme qui a déjà vécu cette expérience, qui accueille ses plus jeunes, puis je l'ai fait souvent Oui. d'encourager les plus jeunes pour les rassurer parce que les femmes ont encore des doutes, Mmh. sur, les capacités, puis la conciliation travail-famille, est quand même plus complexe. Mais on voit aujourd'hui à l'Assemblée nationale des jeunes femmes qui, arrivent à concilier la vie, familiale et la vie, Mmh. professionnelle, même si il y a encore des pas à franchir Oui, à l'Assemblée nationale. Quand tu penses que la oui, garderie, la halte 2020 garnie 2023. vient juste Oui, d'ouvrir après toutes ces années-là. oui. Donc, il y a encore des choses à améliorer, surtout au niveau de l'horaire, et cetera. Mmh. Même au niveau des congés parentaux et tout ça, il y a encore du progrès à faire. Mais oui, c'est évident, plus il y a de femmes, plus les femmes vont s'impliquer. Mmh. Mmh. Donc revenons aux années 80, vous devenez ensuite adjointe, au cabinet Lévesque-Beaubien?
Oui, ben, en fait, il y a eu une crise politique à Laval Oui, au moment où j'y étais. Et donc, j'ai quitté oui. ma fonction. J'ai démissionné du comité exécutif de Ville de Laval. Puis ça serait très long de Mhm, raconter tout ça, puis c'est peut-être plus intéressant aujourd'hui. Et mhm, donc, là, j'avais un jeune bébé. À ce moment-là, j'étais une nouvelle maman. Et ma mère travaillait chez Lévesque Beaubien, qui est une firme de mhm. courtage. Et là, après Laval, je ne voulais pas retourner en urbanisme parce que j'avais besoin de prendre une Du distance, recul, un oui. recul, et je n'aurais pas pu aller être employée dans une autre ville ou être consultante. Ça devenait très difficile. Alors, ma mère m'avait dit, ben écoute, viens nous aider. Tu sais, elle était l'équivalent d'une VP ressources humaines. Elle n'avait pas le titre à l'époque parce que ça n'existait pas vraiment, puis elle n'avait pas les études requises pour ça. Mais elle était responsable de toutes les ressources humaines de cette firme-là. Puis elle m'avait dit, ben, viens juste nous aider quelque temps. Mais finalement, finalement, je suis retournée à l'école, j'ai suivi mon cours de courtage, j'ai commencé même le CFA, je me suis refait des cours en finance et je suis restée là 4 ans et demi, tout près de 5 ans, Mhm. à faire ce qu'on appelle de la syndication, c'est-à-dire que c'était l'époque des REA, des régimes d'action, d'épargne-action qui donnaient des congés fiscaux. Quand on achetait Ouais. des actions d'entreprises québécoises, on avait des congés, les gens qui achetaient avaient des congés fiscaux. Alors, je redistribuais les émissions d'actions, je redistribuais les actions à travers le Canada à d'autres firmes de courtage et vice-versa. Alors, j'ai appris beaucoup là aussi parce que là, j'avais un lien avec la recherche que j'avais faite en sociologie dans le milieu industriel, Oui, des donc les entreprises. entreprises et tout ça. Alors là, on parlait du financement des entreprises. Alors, j'avais quand même certaines notions où j'étais pas complètement perdue, Oui. disons ça comme ça. Mhm. Alors, je suis restée là tout ce temps-là et un jour, un mercredi matin, je ne l'oublierai jamais, le téléphone a sonné et Lise Bacon, qui était élue dans le même quartier que moi à Laval, Chomédé, Au et provincial, au là. Mhm. provincial, alors qu'au fédéral, c'était Jeanne Sauvé, au provincial, Lise Bacon, puis au municipal, c'était moi. Wow! 3 femmes. Je sais pas, j'aimerais faire la recherche pour Oui, savoir si ça s'est intéressant. déjà reproduit, mais on parle de ça en 1981, là, c'est pas rien. Alors, tout ça pour dire, 4 ans plus tard, en 1988, Lise Bacon, que je n'avais pas revue, à qui je n'avais pas, je n'étais pas une militante politique, Mhm. d'aucune façon, elle m'appelle un jour et elle me dit: «Michel, j'ai besoin de vous à Québec». Elle dit: «Je voudrais que vous soyez sous-ministre à Québec aux entreprises culturelles». Et puis, là, mes enfants avaient 2 ans et 4 ans. Là, je disais à mon conjoint, à mon mari: «Qu'est-ce que écoute, ça n'a pas de bon sens, tu sais, partir comme ça, les enfants sont tellement jeunes». Puis à toutes les semaines, faire Oui. Montréal-Québec, ça voulait dire 3 jours à Québec, 2 jours à Montréal. Mais ce que je retiens, c'est que vous vous êtes pas demandé, quand elle vous a appelé: «Est-ce que je serais capable de le Non, faire?» non. Ça, c'est un Ça, grand progrès. très honnêtement, Pascal, je s en fait, Ce qui arrive souvent quand on demande aux oui, femmes de faire de la mais comme politique. j'avais commencé à travailler très jeune et que j'avais toujours un peu cette insécurité financière, et puis que quand je me suis mariée avec mon mari, qui lui avait déjà été marié, avait déjà 2 enfants, puis je lui avais dit: «Écoute, moi je veux des enfants». Puis il m'avait dit: «Pas de problème, mais je ne serai pas seule pourvoyeur. Tu vas payer la moitié des factures». Puis moi, comme j'étais habituée d'être assez indépendante financièrement, j'avais dit: «Ben, pas de problème». Alors, et un jour, quand tu analyses un peu ta vie, ta Mhm, carrière, tout mhm, ça, j'ai réalisé que j'avais malgré tout toujours cette insécurité financière mhm. et que donc, il fallait que alors il y a un instinct de survie qui vient avec Ouais, ça. ouais. Et quand j'ai quitté la politique, on a fait une analyse dans une évaluation psychométrique pour un emploi, et les gens, la psychologue industrielle qui a résumé mon test avait dit: «Finalement, vous avez été en instinct de survie un peu Mhm. toute votre vie et vous êtes battu
pour arriver un peu là où vous vouliez arriver. Alors, la question ne se posait pas Donc, sur ça si vous j'ai a... le doute. Je ne Oui, pouvais pas me la vous poser aviez parce que l'obligation d'avoir j'avais confiance. exactement, Je j'avais comprends. l'obligation de travailler, l'obligation de gagner ma vie, puis l'obligation de progresser. Maintenant, il faut faire attention parce que je crois qu'il y avait aussi chez moi une capacité de décider. Tu sais, je suis quelqu'un qui n'a pas peur de décider, Oui, qui n'a pas peur de prendre des risques oui. calculés, cela dit. Cela dit, il faut les calculer, nos risques. Mais il y avait une sorte de leadership un peu inné en moi qui vient là avec la personnalité Oui, qu'on a. oui, Hein. oui. Alors, tout ce mélange-là Oui. a fait que j'ai eu la carrière que j'ai eue. Et donc, quand Lise Bacon vous a appelé, J'ai dit vous oui avez dit oui. tout de suite, presque tout de suite, sincèrement, presque tout de suite. Et j'ai été 7 ans au ministère de la Culture. J'ai commencé comme sous-ministre adjointe, mais très rapidement, au bout de 2 ans, j'ai été nommée sous-ministre en titre et j'ai été là 7 ans. Et quand j'ai été nommée sous-ministre, j'avais 35 ans, la première sous-ministre adjointe. Écoute, j'étais la plus jeune, il n'y en avait pas. Puis quand j'ai été nommée sous-ministre en titre et puis qu'on avait nos rencontres de sous-ministres sur une base assez régulière, écoute, on était quoi, sur 16-17 personnes, on était 3 femmes, pas tellement plus que ça. Je peux les nommer d'ailleurs par cœur. Je me rappelle très bien d'elles, on était très, très peu nombreuses. Justement, donc, quels étaient vos liens, quelles étaient vos relations avec les différents ministres de la Culture que vous avez connus? Alors, Lise Bacon, j'ai travaillé avec elle 1 an, 1 an et demi. Ensuite, Lucienne Robillard, 1 an et demi. Et ensuite, Lisa Frula, avec qui j'ai été 4 ans et plus, et où on a accompli la politique culturelle, la première politique culturelle du Québec. Je vous dirais que c'est probablement la grande réalisation de ma carrière, de pouvoir diriger un ministère qui était beaucoup plus, je dirais, plus large que ce qu'il est aujourd'hui, qui avait des responsabilités très grandes, mais où il y avait énormément de recherche, énormément de veille à travers le monde, énormément il y avait vraiment des gens qui réfléchissaient. Une vision, il y avait une vision. Une vision exactement, qui réfléchissait beaucoup à l'avenir de la culture québécoise. Et il y avait des fonctionnaires extraordinaires qui étaient spécialisés dans chacun des secteurs culturels du Québec. Et c'était une culture qui était vraiment émergente. Elle l'est encore. Là, je ne veux pas du tout faire de mauvaises comparaisons avec aujourd'hui. Mais c'était une autre époque où on devait s'exporter, on devait se positionner, faire sa marque et où on encourageait. Puis rappelez-vous, à l'époque, c'était la bataille du 1%. Les artistes étaient dans la rue parce qu'ils voulaient obtenir 1% du budget de l'État. Et finalement, ils l'ont obtenu, ce 1%, mais ça a été de longues luttes pour le milieu culturel. Et donc, la politique culturelle a été faite dans ce contexte-là. Et ça a été une période extraordinaire pour laquelle je garde un souvenir impérissable. Et l'élection de 1994 est arrivée. Le Parti québécois a pris le pouvoir. Comme vous savez, les sous-ministres ont, paraît-il, des tendances partisanes, ce qu'on peut avec lesquels on peut être d'accord et pas d'accord, parce que je pense qu'on est avant tout des gens au service de l'État et qui endossent le service public. Donc, j'ai fait Marie Malavoie pendant 1 mois et demi. Malheureusement, Marie a dû démissionner, remplacée par Rita Diane Marcellet, qui, elle aussi, a dû... En fait, M. Parizeau, elle n'a pas dû démissionner. M. Parizeau l'a remaniée, je dirais, dans un contexte difficile. Et là, à ce moment-là, j'ai quitté le gouvernement parce que là, M. Parizeau a dit... bon, puis moi, ça faisait 7 ans que j'étais là, puis j'avais dit au ministre péquiste, quand le gouvernement a changé, j'avais dit, et à Marie Malavoie et à Rita Diane-Marcellet, j'avais dit, écoutez, moi, je vais juste faire la transition, parce que je m'étais toujours dit que quand mes enfants arriveraient à l'adolescence et au secondaire,
quand il arriverait au secondaire, Vous vouliez être là. là, je voulais être à Montréal à temps plein. Et donc, ça correspondait à peu près. Alors, tout ça, c'est quand même bien terminé. Et c'est là où je suis revenue à Montréal en 1995. Et là, vous avez occupé un poste de directrice à Là, j'ai fait l'OSM. 6 mois. J'ai fait 6 mois dans une transition dans un bureau de comptable avec Christian Dubé, d'ailleurs, qui était mon voisin, ministre actuel de la Santé, qui était mon voisin de bureau et on se placotait de politique tous les matins. J'ai fait, et donc, oui, ensuite, téléphone sonne, le président de l'Orchestre symphonique de Montréal, que je connaissais parce qu'il était président de l'évêque Beaubien, qui avait été fusionné à la Banque nationale, qui s'appelait Financière Banque nationale, donc qui m'avait connue toute jeune, hein, même avant que je travaille pour cette firme-là, à cause de ma mère. Et il m'a dit, écoute, l'Orchestre symphonique est en grande difficulté. Alors, j'aimerais ça, on doit faire un changement au niveau de la direction générale, c'est-à-dire la patronne de l'orchestre, et j'aimerais ça que tu acceptes le poste. Évidemment, j'avais eu des liens comme sous-ministre avec l'orchestre. Oui. J'avais pris un recul avec la fonction de sous-ministre. Et donc, j'ai accepté ce défi-là d'un orchestre qui était en crise financière très, très, très importante, où les relations entre le chef Charles Dutoit et les musiciens n'étaient pas au beau fixe, et où on voulait aussi développer de nouvelles clientèles. On voulait attirer un public plus jeune. Alors j'ai dit ça. J'ai été là 5 ans. Encore 5 années merveilleuses. Vous avez aimé ça. J'ai adoré ça. Et je me dis aujourd'hui que peut-être que j'aurais pas dû quitter, tu sais, mais bon, j'approchais la cinquantaine, après une grève avec les musiciens qui avait été assez difficile, assez douloureuse. La fatigue aussi, je crois, parce que j'assistais à tous les concerts, ou presque. J'allais vous demander qu'est-ce qui était le plus intéressant dans ce poste-là? Moi, j'ai une fille qui aime beaucoup la gestion. J'aime ça, être gestionnaire, cela dit. Alors, c'était encore là, de donner une vision à l'avenir de cet orchestre qui avait une réputation internationale extraordinaire, mais qui ne faisait pas ses frais. Et ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, ce sont les 125 musiciens qui créent en eux-mêmes une mini-société comme telle, parce que ce sont 125 personnalités différentes qui excellent dans leur domaine, où il y a un niveau hiérarchique très grand dans un orchestre, les premières chaises, les assistants, les violons qui eux, suivent un peu la démarche artistique, et évidemment le chef. Michèle Courchaine, merci beaucoup pour ces entretiens. Merci à vous, Pascal.